souvent, lorsqu'on s'intéresse aux grandes idéologies politiques, lorsqu'on en fait un petit peu un point d'histoire, une généalogie, on le fait seulement au prisme d'apports théoriques, conceptuels. On reprend les grands auteurs, etc. Moi, je fais ce travail de généalogie, mais j'ai voulu aussi faire une généalogie plus affective. Par rapport, vous parlez de mon parcours militant, à plus encore un parcours aussi familial. À l'origine, vous venez d'une famille de gauche, oui. Je venais d'une famille de gauche. Mon père était de gauche, alors une certaine gauche, il y a toutes sortes de tendances. Lui était plutôt anarchiste, libertaire. Et donc, souvent, on se construit politiquement par rapport à ses parents. Et c'est lui qui m'a invité à la chose politique, à la réflexion. Et donc, j'en parle un petit peu dans le livre. Il était agriculteur biologique. Nous vendions les fruits et légumes ensemble. Et c'est de là que tout part dans mon histoire. Et j'ai voulu, dans ce livre, faire un peu ce jeu de ping-pong entre un rapport plutôt personnel à la gauche, affectif, comme vous le disiez, et effectivement, un rapport plus conceptuel, plus théorique. Je prends les textes de Jaurès dans le livre, je prends les apports théoriques de Fourier, de Cabot, de Dormoy, des socialistes municipaux, et j'essaie d'en faire une conjonction pour comprendre comment la gauche a pu évoluer de décennie en décennie et comment en est-on arrivé là aujourd'hui, ce qui nous amène à un portrait critique de ce qu'est la gauche contemporaine. La gauche est devenue depuis Mitterrand le parti de l'étranger et des minorités. Commentaire d'un internaute. On va revenir sur cette question parce que c'est aussi un peu le fond de votre ouvrage. Vous parlez des intellectuels de gauche. Vous avez cité Jaurès, on pourrait citer Émile Zola, Marx par exemple. Pourtant, pour vous, celui qui votre première idole de gauche, rien à voir avec tout ça, c'est un personnage de BD. Racontez-nous. Oui, c'est Rahan. C'est le fils des âges farouches. Alors ça, c'est assez amusant parce qu'effectivement, quand vous avez 8 ans, 10 ans, 12 ans, que vous commencez un peu votre vie, on vous amène à la gauche, non pas via, effectivement, Jaurès ou en vous lisant Zola, sauf à ce que vous soyez vraiment surdoué. On arrive à cette maturité, cette conscience politique un peu plus tard, mais d'abord par Rahan, par la bande dessinée. Rahan était distribué avec l'Humanité Dimanche, avec Pif Gadget, c'était ce qu'on donnait aux enfants. Et ce qui est intéressant, je fais une petite analyse de cette bande dessinée, c'est qu'elle était à la fois politique, à la fois ludique, mais elle avait une portée politique. Rahan était une sorte de personnage, si vous voulez, qui arrivait dans les villages et qui les délivrait de l'oppression, souvent d'un chef qui, à bien des égards, faisait penser à la phrase de Marx, l'opium du peuple. La religion, opium du peuple. Et donc, il arrivait, Rahan, et puis il proposait toutes sortes d'innovations. C'est une sorte de héros viril, blond, qui ressemblait, et d'ailleurs, l'auteur de Rahan, c'est ce que je raconte dans mon livre, avait fait une sorte de Gaulois, si vous voulez, blond, aux yeux bleus, plutôt costaud, une sorte, l'antithèse de l'homme déconstruit, Madame Rousseau. Et puis il arrivait, et il s'en venait libérer les peuples opprimés. C'était ça, la première icône de gauche que j'ai côtoyée. Après, ça a été le Spartacus de Kubrick, joué par Kirk Douglas. Ça a été toutes sortes de choses qui sont plus de l'ordre, et là on revient à notre discussion du début, plus de l'ordre de l'affectif que de l'ordre du théorique. Après, de fait, une fois que vous êtes un peu plus vieux et que vous vous intéressez à l'histoire des idées, vous comprenez le prolétariat du 19e siècle, à travers les textes de Zola, effectivement, avec des descriptions qui vous donnent de façon très fine ce que pouvait être la vie du petit peuple de France au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle. Alors vous, votre vie, ça a débuté à Bordeaux, dans le Bordeaux d'Alain Juppé, oui. Le Bègle également, entre le Bordeaux d'Alain Juppé et le Bègle de Noël Mamère. Vous parliez de votre relation avec votre père, avec qui vous faisiez les marchés le samedi matin. Cette gauche de votre enfance, justement, quelle était-elle? Pourquoi vous manque-t-elle tant aujourd'hui? Elle me manque, alors... Comme je suis assez jeune, elle n'a pas radicalement changé. Disons que moi, j'étais dans une sorte de cocon par rapport à ce que la gauche avait déjà commencé à être, puisque je daterai le grand virage de la gauche à 1983-1984. Les élections européennes, le tournant de la rigueur, et effectivement la nomination de Laurent Fabius à la place de Pierre Mauroy. Mais lorsque vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous touchait dans cette gauche qui vous manque aujourd'hui? Il y avait quelque chose qui me touchait qui était incroyable, et j'en parle largement dans le livre, c'était toute cette dimension justement patriotique, ce rapport au territoire. Nous faisions beaucoup avec mes parents de tourisme vert. Et nous étions de cette gauche qu'on qualifierait de provinciale, d'enracinée, de patriote. Et donc, j'ai appris à aimer la gauche en même temps que j'ai appris à aimer la France. Et si vous voulez, l'un et l'autre allaient ensemble, et il n'y a pas là-dedans une forme d'hédonisme déconnecté, puisque c'est l'histoire même de ma vie, de mon enfance, et c'est pour ça que je la raconte un petit peu dans ce livre. Et effectivement, il y avait aussi l'idée d'être bercé par le récit des anciens, des ancêtres. Je parle un peu de ma grand-mère paternelle, qui était concierge dans le Paris des années 50, 40. Ils ont été juste, d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, il y
y a eu effectivement ce moment où ils sont allés en HLM autour de Paris, où ils ont eu des crédits à la consommation. Ils ont vécu ce que beaucoup des Français des classes populaires de cette époque-là ont vécu, avec une forme d'abandon de la part de la gauche au pouvoir, qui leur promettait les lendemains meilleurs, qui leur promettait le grand soir. Et il faut aussi imaginer ce que l'on me racontait de l'espoir suscité par François Mitterrand en 81. Et puis, quand vous voyez les années plus tard, la façon dont la gauche au pouvoir a déçu ses électeurs et le peuple qui l'avait élu... Il a trahi ses électeurs, François Mitterrand ? Oui, alors moi j'ai une certaine admiration pour l'homme de culture qu'était François Mitterrand. Pour moi, c'est un de nos derniers grands présidents dans ce qu'il avait de, comment dirais-je, dans sa puissance, dans son rapport tellurique à la France. C'est ça qui est extraordinaire, c'est toute la mystique mitterrandienne qui se termine extrêmement bien par ses vœux lorsqu'il dit « Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas ». Il y avait de ça chez Mitterrand et tout ça me fascine. Après, ce qui m'amuse, et ce que je dis de façon un peu facétieuse dans ce livre, c'est que ce qui m'amuse le plus chez Mitterrand, c'est tout ce qu'il n'a pas de gauche en lui. C'est-à-dire, Mitterrand était-il un homme de droite? C'est un peu la question que je pose dans le livre. Cet homme pétri de culture, dont on sait que, intellectuellement parlant, son chemin s'est plutôt fait de la droite, voire de l'extrême droite, à la gauche. Et que les grandes réformes de la gauche sociale de François Mitterrand, à part effectivement entre 1981 et 1983, il a nationalisé je ne sais plus combien de banques, etc., globalement, très vite, il a laissé l'économie à Jacques Attali, il a embrassé assez mollement, assez timidement, les thèses de Thatcher, de Reagan qui étaient en cours à l'époque, et puis, peu à peu, il s'est déporté sur le sociétal. Ça a été un de ses premiers présidents des dynasties, ce que j'appelle dans mon livre la dynastie des présidents mondialistes. Et je parle de dynastie des présidents mondialistes à partir de Giscard à peu près. Et depuis Giscard, eh bien effectivement, François Mitterrand, Jacques Chirac, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, et bien sûr Emmanuel Macron, qui est une version paroxystique, ont tous été mondialistes, européistes, plutôt favorable à une immigration assez massive. Et donc, finalement, il y a une forme de cohérence idéologique de la part de tous ces présidents qui ont fait valser, si je puis dire, et Emmanuel Macron surtout, le clivage gauche-droite dans son assise idéologique. Alors, j'entends ce que vous dites, mais sur François Mitterrand, par exemple, lorsqu'il fait le tournant de la rigueur en 1983, est-ce qu'il ne se heurte pas tout simplement au principe de réalité? C'est ça qui est intéressant. Il y a 400 milliards de déficit, de dette, lorsqu'il part vers le tournant de la rigueur en 84. C'est-à-dire que la gauche, lorsqu'elle fait l'expérience du réel, des réalités économiques entre 81 et le tournant de la rigueur, s'aperçoit que le seul raisonnement marxiste, voire keynésien, ne suffit pas à entendre les enjeux du monde contemporain. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait dû y avoir une refonte du logiciel idéologique. C'est pas parce que lorsque vous avez essayé l'idéologie keynésienne au plan économique, la théorie keynésienne en économie ou la théorie marxiste et que ça ne marche pas, qu'il faut nécessairement embrasser la financiarisation du monde et le capitalisme moderne, contemporain, le néolibéralisme. Typiquement, je parle un peu dans mon livre du capitalisme paternaliste de De Gaulle, de son protectionnisme, de sa façon de concevoir les rapports entre les richesses et la pauvreté, entre le travail et le capital. Il y avait là une forme d'équilibre que De Gaulle a très bien trouvé, par exemple, au plan institutionnel dans la Ve République, entre l'Ancien Régime et la Révolution. Si vous voulez, l'art de gouverner en homme d'État, c'est précisément de capter ces équilibres. Et la gauche n'a pas su le capter, tant et si bien qu'aujourd'hui, elle illustre son impéritie en matière économique lorsqu'elle est aux affaires. Et donc, elle se déporte timidement sur les thèses néolibérales sans véritablement les faire siennes. C'est en cela que je fais ce reproche à la gauche d'une forme de paresse intellectuelle sur les sujets économiques. Alors, on se souvient pourtant de la campagne, par exemple, de 2012, François Hollande au Bourget, « Mon ennemi, c'est le monde de la finance ». Est-ce que cette dialectique de gauche, anticapitaliste, anti-ordre établi, est-ce qu'elle n'existe pas encore malgré tout ? Elle existe et puis elle est mal comprise. C'est-à-dire que la gauche, François Hollande, vous citiez au Bourget, nous disent « Mon ennemi, c'est la finance ». Bon, quelques jours plus tard, il était à la City et il disait « I am not dangerous » aux acteurs économiques pour montrer que s'il était élu président, il ne fallait pas que les marchés financiers s'emballent et qu'il serait président de tout le monde, absolument. Et en même temps, après, il nous avait parlé de sa fameuse taxe sur les riches. Chaque fois, il y a ce débat, qu'est-ce qu'un riche, Enfin bon, en fait, on n'en finit pas avec cette histoire. Il faut précisément que la gauche s'en prenne, peut-être pas d'ailleurs au capitalisme dans sa version, si vous voulez, pour régir les acteurs économiques sur le territoire français, mais plutôt, à mon sens, à la financiarisation du monde et à la mondialisation. Et c'est là, pour moi, les périls de l'économie
contemporaine. D'ailleurs, même dans le berceau du capitalisme, si vous observez bien ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui avec Rishi Sunak et même avec ses prédécesseurs, ils sont en train d'en revenir aux théories contemporaines de la mondialisation. La tertiarisation, si je prends cet exemple, l'économie de service, la vieille idée selon laquelle les Chinois feraient des paires de chaussettes et puis nous ferions la conceptualisation des Airbus en Europe. Ça n'a pas marché. Nous avons désindustrialisé. Et cette désindustrialisation-là, par exemple, elle nous a conduit à aller dans le mur économique de la part de la droite libérale, tendance UDF, orléaniste, comme de la part de la gauche libérale social-démocrate. Donc les échecs économiques, moi je ne veux pas les attribuer seulement à la gauche dans mon livre. Je les attribue à la gauche au pouvoir et à la droite au pouvoir. Et je pense que précisément, il y a un autre chemin entre une lutte un peu facile contre le capitalisme qui ne propose absolument aucune alternative. Suivez mon regard, je parle un peu de la NUPES entre autres, et qui nous dit seulement il faut augmenter les salaires, il faut augmenter le SMIC, mais alors comment est-ce qu'on arrive à réindustrialiser le pays? Pas vraiment de solution. Que fait-on en matière de protectionnisme ou pas? Il n'y a pas vraiment de solution. Doit-on passer par la démondialisation? À part Arnaud Montebourg qui avait un discours très cohérent sur le sujet, moi je ne vois pas tellement d'alternatives. Vous voyez, donc, cette forme de paresse intellectuelle sur les sujets économiques à gauche me désole, et j'essaie de lancer un appel aussi dans ce livre à une refonte du logiciel sur ce point de vue-là. Je vous cite Paul Melun, le poulailler était aussi le repère de toute la gauche béglaise. Le poulailler, c'est le bistrot à côté du marché dont nous parlions tout à l'heure avec votre père. Le Monde Diplo ou l'Huma Dimanche traînaient négligemment sur les tables. On n'y aurait jamais vu le Figaro, journal bourgeois. Je vous remercie pour le compliment. Je crois que je l'ai presque mis entre guillemets. Oui, c'était voilà, je crois que c'est du guillemet, oui, effectivement. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce qu'il n'y avait pas une forme de sectarisme dans cette gauche que vous décrivez? Oui, et alors le sectarisme prend une place tout à fait importante au marché. J'en parle dans quelques lignes après le passage que vous citez là. Un jour, j'étais avec mon père sur le stand, on vendait nos légumes. Puis c'était le moment d'une campagne, je crois pour le régional, et arrive un candidat de l'UMP à l'époque, des Républicains, qui arrive pour tracter sur le marché pour son candidat. Puis mon père, tout de suite, bonne tradition d'une certaine gauche, qui dit fiche le camp d'ici, je vous le fais en langage plus fleuri, mais enfin bon, voilà, fiche le camp d'ici, t'as rien à faire là, tu es de droite, etc. Donc le gars s'en va, et puis quelques jours plus tard, et puis alors, les gens qui étaient autour du stand, qui étaient plutôt de gauche, communiste, etc. Pareil, ils sont pris à lui. Et quelques mois plus tard, eh bien, on a eu besoin d'un deuxième parasol parce qu'il faisait très mauvais pour couvrir notre stand. Et mon père est allé demander à quelqu'un. Et cet homme-là, qui figurez-vous, qu'on avait houspillé, qui avait plutôt le cœur sur la main, nous avait prêté le parasol et était venu en aide. Et mon père et lui finirent amis. C'est ça qui est l'histoire assez amusante. C'est que finalement, ce que j'explique dans ce livre à travers cette anecdote et tout un tas d'autres éléments, c'est qu'il faut aller par-delà, à mon sens, un clivage qui aujourd'hui n'a plus cours entre un gaullisme social, une droite sociale, un gaullisme catholique, ancré dans les territoires, plein de facettes différentes, et la gauche patriote, la gauche populaire. Je pense qu'il y a des jonctions intellectuelles, idéologiques profondes, et qu'il y a un amour de la France en commun entre ces deux facettes d'une même pièce qui s'appelle la France, et que voilà, je pense qu'il y a vraiment un appel à ça. Alors après, le sectarisme, malheureusement, il existe des deux côtés. Moi, j'essaie de conjurer ça et d'être dans une posture plus gaulienne. C'est là, moi, aussi, ma tradition politique. Je suis gaulliste de gauche. C'est ça qui me fascine dans les débats, dans les échanges. Et je me désole qu'effectivement, il y ait tant de sectarisme de part et d'autre de l'échiquier politique. Ça, c'est une évidence. Alors, très très rapidement, Paul Melun, si vous voulez bien, parce que le temps passe vite. On se souvient de l'apostrophe, par exemple, de Manuel Valls, alors Premier ministre, sur l'existence de ces deux gauches irréconciliables. Est-ce que vous croyez, vous aussi, comme l'affirment certains, que le clivage gauche-droite est dépassé? Alors, sur les deux gauches irréconciliables de Manuel Valls, moi, j'en ajoute même une troisième. C'est qu'effectivement, je pense qu'il y a la gauche social-démocrate, social-libérale de Manuel Valls et qu'il y a la gauche de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, que je qualifierais plutôt d'islamo-gauchiste, mais qu'il en existe une troisième, une gauche populaire, patriote, enracinée. Elle peut être incarnée par beaucoup, souverainiste, effectivement, chevènementiste. Moi qui suis chevènementiste, c'est plutôt là ma gauche. Voilà là-dessus. Ensuite, sur les clivages, le clivage gauche-droite, il n'a pas vocation à disparaître, à mon sens. J'entends parler du clivage entre les mondialistes et les patriotes ou le camp national. Moi, je pense que les clivages se superposent, ils ne s'annulent pas. Je pense qu'on peut continuer à faire vivre dans ce pays un clivage intellectuel, une mise en tension intellectuelle entre la gauche et la droite. Intellectuellement, c'est pertinent. Vous pouvez avoir des ascendances philosophiques, théoriques, politiques, morales, qui peuvent être différentes selon que vous veniez de la gauche ou de la droite. Par contre,
Les clivages se superposent, le clivage entre mondialistes et patriotes se superpose à celui-là, et c'est précisément dans la conjonction de ces clivages qu'on peut penser le monde de demain. Donc je pense que le clivage gauche-droite est une clé d'entrée, mais les choses ne doivent pas se résumer à cela, et il faut savoir, à mon sens, unir les défenseurs du patriotisme de gauche et de droite, des deux rivages, comme on dit, c'est ce qu'avait tenté de faire d'ailleurs vainement Jean-Pierre Chevènement, c'est une vieille histoire, mais je pense toujours à cela, moi.